En manchette, 300 000 $ investis en santé mentale dans la région. Les recherches se poursuivent à Saint-Henri-Taillon pour retrouver les 2 motoneigistes français toujours disparus. Et l'École du rock revient pour une 2e année. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce web journal du mardi 28 janvier 2020. Un don de 300 000 $ pour la santé mentale provenant d'un investissement de la Fondation de ma vie du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que d'un don de Belle issu de la campagne Belle cause pour la cause a été annoncé ce matin à l'hôpital de Chicoutimi. Le montant servira au réaménagement de 3 services en psychiatrie de la région ainsi qu'à l'augmentation des services en santé mentale. Olivier Savard, comment la somme sera-t-elle répartie? Bien, il faut dire, Jacques, qu'environ 75 000 $ du montant provient donc de la Fondation pour ma vie. Ça, c'était un investissement, alors que 225 000 $, donc de ce 300 000 $-là, provient de Belle cause pour la cause. Ça, c'était un don. L'argent donc du don de Belle servira donc pour les unités de soins et pour l'équipement, alors que le 75 000 $ donc de l'investissement de la Fondation servira plutôt à des projets d'intervention en santé mentale dans la région. Et comme tu disais, c'était pour les 3 services de psychiatrie, soit à Roberval, à Alma et à Chicoutimi. Est-ce qu'on a déjà vu des dons de ce genre dans la région? Oui, on a déjà vu des dons pour la santé mentale, donc dans le passé, dans la région, mais celui-ci était particulier, donc selon le docteur Laurent Colludon. On l'écoute. C'est la première fois à Chicoutimi qu'il y a un don aussi important comme ça en santé mentale. Ça, c'est clair, mais à travers le Québec, d'avoir un don aussi important pour des unités d'hospitalisation, à ma connaissance, j'en ai pas entendu, là. Donc, il faut dire aussi que la somme était censée être beaucoup moins grande à l'origine. Au début, seulement 150 000 $ avaient été demandés donc à Belle cause pour la cause afin de compléter l'investissement de 75 000 afin de faire un total de 225 000 $. Cependant, Belle a décidé de donner 225 000 $ au total, ce qui donc représentait le total original. Ça faisait donc 300 000 $. La campagne Belle cause pour la cause a donc joué un rôle important dans cette affaire. Oui, parce qu'il faut dire que la campagne précédente a fourni une bonne partie de l'argent selon le vice-président donc des services résidentiels de Belle. On l'écoute. L'année passée, on a ramassé plus de 7 millions de $. Le don qu'on fait aujourd'hui, ça vient de cet argent-là qu'on a ramassé. Donc, le 7 millions, on l'a ramassé de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique partout au pays et on l'a redistribué à un paquet d'organismes. Et rapidement, quand aurons-nous les résultats? Il faut dire donc qu'il va y avoir une période de consultation d'environ 1 an. Parfait, merci Olivier. Ça fait plaisir. L'actualité internationale tourne actuellement autour du coronavirus, un virus apparu à Wuhan, en Chine, ayant fait plus de 100 morts et 4 500 infectés. Entre mythes, fausses informations et inquiétudes, où se situe la vérité? Pour répondre à ces questions, mon collègue Pascal Gachette s'est entretenu avec l'enseignant en actualité internationale au Cégep de Jonquière, Éric Arsenault. Bonjour, Monsieur Arsenault. Bonjour. Alors, le thème actuel de l'actualité mondiale qui fait un peu peur à toutes les communautés, notamment ici au Saguenay, c'est le coronavirus qui s'est déclenché en Chine, dans la province de Hubei, au Wuhan. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Jusqu'à quel point il faut s'inquiéter? Il y a, je pense, beaucoup d'enflure médiatique autour de ce qui se passe là-bas. C'est sérieux, c'est grave, il faut très certainement mettre les efforts. Ceci étant dit, et par le biais des réseaux sociaux, il y a bien des gens qui aujourd'hui sont en train de paranoïer et qui se demandent s'il ne faudrait pas mettre un masque chaque fois qu'on sort le bout du nez à Jonquière. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il en reste pour moins que c'est une situation qui interpelle les autorités médicales, les autorités sanitaires, à l'échelle internationale, l'Organisation mondiale de la santé, les pays touchés. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se prépare dans l'éventualité où ça pourrait arriver, encore qu'à mon sens, les risques sont plutôt faibles ici dans la région. D'ailleurs, c'est important de rassurer les gens, puisque vous l'avez mentionné, dans les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi qui se dit, qui se divulgue, notamment une comparaison entre la peste noire et ce coronavirus-là de 2019. C'est vraiment hallucinant. On est à l'ère des fausses nouvelles, à l'ère des fake news, et ces rumeurs-là se propagent à vitesse grand V. On voit des vidéos, des photos, des informations qui sont truquées. On est prêt à sonner l'alarme pour la moindre étincelle un peu partout. Il faut être extrêmement prudent avec ce qu'on voit et, encore une fois, se fier aux médias sérieux, crédibles et fiables. Malgré tout, c'est une maladie qui est prise au sérieux. Notamment en Chine, ils ont donc carrément fait la ville de Wuhan comme une ville fantôme. On restreint les déplacements, notamment le ministère de la Santé du Québec qui dit qu'il vaut mieux éviter les voyages en Chine en ce moment dans cette province précise. Mais donc toutes ces mesures sont sérieuses, mais elles sont prises au sérieux.
Et est-ce qu'il faut les suivre? Est-ce que c'est important de les suivre? Moi, je pense que c'est important, effectivement, parce que le foyer de l'épidémie se trouve à être effectivement en Chine, mais sachant qu'aujourd'hui, les gens voyagent à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, donc il est beaucoup plus facile aujourd'hui de propager ces virus-là, d'autant plus qu'on sait maintenant que ce virus se propage également d'humain à humain, alors qu'au départ, la contamination provient probablement d'une source animale qui s'est transmise à l'homme, sauf qu'aujourd'hui, il est avéré qu'effectivement, ce virus-là se transmet d'humain à humain. Donc, il est important, effectivement, d'essayer, dans la mesure du possible, de limiter les occasions ou les vecteurs de propagation, par exemple, en contraignant la population en quarantaine à certains endroits, en limitant tout ce qui s'appelle voyage et transport et encore activités publiques, où des gens pourraient se retrouver en présence les uns des autres par centaines et par milliers. On va essayer d'éviter ce genre de trucs-là. Déjà, ce qu'on pourrait rappeler, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de cas avérés. Il y a des patients sous surveillance, mais qui n'ont pas le coronavirus actuellement. 3 au Canada l'ont. Est-ce que ça peut naître ici, par exemple, cette épidémie? Elle est née en Chine parce qu'il y a des pratiques différentes des nôtres, mais est-ce qu'ici au Saguenay ou même au Canada, au Québec, est-ce que c'est possible? Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On a déjà vu des éclosions de virus ou d'épidémies ou de maladies quelconques ici en Amérique du Nord. Dans le cas qui nous concerne, il semble que ce soit plutôt un marché de poissons et de fruits de mer situé à Wuhan, donc en Chine, l'endroit où c'est produit, qui soit à l'origine, qui soit l'épicentre de cette contamination. Il est évident que les pratiques culturelles, les marchés vivants d'animaux que l'on retrouve dans ces pays-là, les manipulations, toutes les notions et les questions d'hygiène entourant ça sont très différentes des nôtres. C'est peut-être plus à risque dans ces régions-là que celles chez nous. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces épidémies vont être récurrentes dans les années à venir? Il y a eu un épisode le plus récent en Chine de nouveaux virus, c'était en 2002-2003 avec le SRAS. Là, maintenant, en 2019, est-ce qu'il va y avoir une récurrence? Mais l'Organisation mondiale de la santé nous avertit qu'effectivement, il risque d'y avoir de plus en plus fréquemment des épidémies de virus de ce genre-là. D'une part, parce que, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, les gens voyagent de plus en plus. D'autre part, on vit de plus en plus dans des régions urbaines, donc la densité de population étant plus importante, il est beaucoup plus facile de propager ces virus-là. Dans certaines régions du monde, on se rend compte également qu'avec toute la déforestation et l'accroissement du tissu urbain, on se trouve à être davantage en contact avec des animaux sauvages qui pourraient éventuellement être porteurs de ces maladies-là. Et gardons en tête également, et ça c'est un risque qui n'est pas à négliger non plus, que désormais il est beaucoup plus facile de recréer, on a la technologie maintenant pour recréer ces virus, et des esprits mal intentionnés pour éventuellement utiliser ce genre de virus-là pour semer la mort et la désolation comme moyen ou arme terroriste. C'est des choses qui ne se sont pas encore vues à grande échelle, mais qui pourraient très certainement arriver. D'accord. Merci beaucoup, M. Arsenault, pour votre expertise et votre présence. Je vous en prie. Je m'entretenais donc avec M. Éric Arsenault, spécialiste de l'actualité internationale sur le thème délicat qu'est le coronavirus. La recherche des 2 derniers motoneigistes français se poursuivait aujourd'hui à Saint-Henri-de-Taillon, au lac Saint-Jean. Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont eu droit à l'aide du service de police de la Ville de Montréal, mais aucune trace des individus n'a été repérée. Samuel Bouchard-Vaudouin, vous étiez sur les lieux. Quels sont les derniers développements? Développement, c'est qu'il n'y en a pas du tout du côté de Saint-Henri-de-Taillon. On rappelle les 2 derniers motoneigistes du groupe qui sont encore portés disparus. Ça fait maintenant une semaine. Et là, la Sûreté du Québec a eu droit à un peu d'aide venant du service de police de la Ville de Montréal qui ont envoyé des plongeurs supplémentaires et un drone. Ce drone-là permet en fait de pouvoir explorer les espaces qui ne sont pas nécessairement explorables pour les plongeurs normalement. Et d'ailleurs, on va aller écouter le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, qui fait un récapitulatif de cette journée. C'est sûr qu'on a encore plusieurs secteurs de la rivière à faire. Certains points hier que nous n'avons pas été en capacité de le faire justement. Donc aujourd'hui, reprise dès l'aube avec une équipe supplémentaire du service de police de la Ville de Montréal qui collabore avec nous dans cette enquête-là. Et Samuel, où se sont concentrées les recherches aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, les recherches se déplaçaient plus du côté d'Alma. Alors, les recherches sont concentrées vers la baie Boudreau et la baie des Gens. Ça, c'est dans le secteur de la rivière Grande Décharge, tout près du lac Saint-Jean. Et est-ce que les recherches se poursuivront demain aussi? Oui, lors de notre départ, on n'avait pas encore l'information venant du porte-parole de la Sûreté du Québec. Mais bien sûr que s'il y a encore espoir, les plongeurs devraient retourner à l'eau demain. Et on ne sait pas encore dans quel secteur parce que le dossier est en constante évolution. Parfait, merci Samuel. Ça fait plaisir. De nombreux produits artisanaux à base de matériaux forestiers étaient mis en lumière durant le marché boréal à Lucac aujourd'hui.
Un reportage de Maëlie Perrault-Lajoie. Des dizaines de commerçants ont pu vendre leurs produits au marché boréal qui s'est tenu aujourd'hui à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il s'agit d'une initiative de l'Éco-Conseil de l'Université. Les organisateurs de l'Éco-Conseil ont voulu démontrer à quoi peuvent servir les produits faits à partir d'éléments de la forêt boréale. C'était aussi l'occasion idéale pour les commerçants de se faire connaître. J'ai été invitée par les Éco-Conseils. Je trouvais ça fin de leur part. Ça fait connaître les produits de la région aux étudiants aussi qui viennent d'ailleurs puis un petit peu partout. La variété était bien présente parmi les produits qui étaient exposés à chacun des kiosques du marché boréal. La beurre d'érable framboise est vraiment un coup de cœur assez incroyable. Ça fait un mélange de confiture avec la beurre d'érable. Ça fait vraiment, je dirais framboise puis aussi camerise aussi. Camerise est un peu plus surette, un peu moins sucrée. Fait que ça équilibre un peu plus. Ceux-là qui aiment ça moins sucré vont prendre la camerise. Aujourd'hui, en vedette, j'ai mes rochers. Fait que toute ma collection de rochers qui sont à 1 $ pour la dégustation en vrac. J'ai mes barres de chocolat aussi, grains de café, flocons d'érable, bleuets, les barres garnies avec les fruits, des petits fruits de la région, mes épices à steak que je ramasse en forêt que je fais aussi pour avoir de boréal. Fait que c'est un peu ça que j'ai apporté. Le marché boréal va se terminer aujourd'hui à 16h. L'événement devrait être de retour l'an prochain sous une autre thématique. Ici Maëlie Perrault-Lajoie pour ATM Nouvelles, Saguenay. Économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En conférence de presse ce matin, les 5 jeunes étaient inquiets par rapport au bilan migratoire qui frappe la région de plein fouet depuis quelques années. Samuel Morin, que peut-on retenir de ce message envoyé par les jeunes? Eh bien, en fait, Jade, ce qu'on a pu retenir, c'est que tous les jeunes avaient les mêmes préoccupations. Ils voulaient s'allier pour contrer l'exode des jeunes. Plusieurs statistiques ont été recensées et l'une d'entre elles frappe quand même assez fort. En fait, c'est que de 1996 et ça jusqu'à 2016, 27 000 jeunes ont quitté la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et une autre statistique aussi a été recensée. Et dans celle-ci, il était stipulé que 600 jeunes par an quittent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour se diriger vers les grands centres. Et c'est là-dessus que Alexandre Simard, un architecte qui est l'un des 5 jeunes qui étaient présents aujourd'hui à la conférence de presse, a voulu se concentrer. En fait, Alexandre Simard est maître d'œuvre architecte dans cette compagnie-là et il milite pour contrer l'exode démographique. M. Simard croit qu'il y a une opportunité, en fait, avec les grands projets et que la population doit leur laisser une chance. Et est-ce que le mouvement espère attirer de nouveaux membres? Oui, en fait, la porte-parole, Mme Karine Trudel, elle a mentionné que oui. Et d'ailleurs, le but de la conférence de presse de ce matin était de montrer aux jeunes qui croient aux grands projets, avec un oui conditionnel, qu'il y a un mouvement qui est là pour eux, pour les soutenir et pour parler pour eux dans ces projets-là. Justement, de quel milieu proviennent ces jeunes? Eh bien, les milieux diffèrent vraiment. Ce matin, sur les 5 personnes qui étaient présentes à la conférence de presse, il y avait quelqu'un du milieu du sport, un autre de la restauration, un autre du milieu des affaires et même du milieu de l'architecture. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter Mme Karine Trudel, la porte-parole, qui croit que c'est très prolifique pour le mouvement. On envoie un message fort aujourd'hui avec le lancement de 5 jeunes avec des témoignages différents, hein? Autant de milieux professionnels, on est du domaine de la restauration ou même au sein de l'activité physique. Donc, ça démontre divers aspects et c'est ce que le mouvement, je crois, en ma région veut aller chercher. Parfait, merci Samuel. Au plaisir. Un incendie a forcé l'évacuation d'une dizaine de personnes vers 17h30 hier soir sur la rue Berthier à Jonquière. Heureusement, personne n'a été blessé. Le feu s'est déclaré au sous-sol, mais a rapidement été maîtrisé par la quinzaine de pompiers de Saguenay. Le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, a publié sur sa page Facebook que cette maison a été construite en un seul exemplaire lors de la création de la ville d'Arvida, il y a près de 100 ans. Embouteillage Canada, l'entreprise derrière Canada Sauce, espère atteindre le marché national en investissant 500 000 $. L'entreprise régionale qui produit ketchup, moutarde et relish va se procurer de nouveaux équipements comme une embouteilleuse robotisée. Leur objectif est de devenir leader dans le domaine des condiments et des sauces en augmentant la production à 5 millions de bouteilles par année. L'école primaire Le Roseau de Chicoutimi-Nord redevient pour une 2e année l'école du rock. Le succès de l'année dernière et l'engouement des élèves replongent à partir d'aujourd'hui l'école primaire dans le monde de la musique. Un reportage de Félix Bouffard. L'école Le Roseau. À première vue, une école primaire tranquille. Rien ne laisse présager que c'est aujourd'hui qu'elle devient l'école du rock.
Un partenariat avec Diffusion Saguenay est renouvelé cette année pour permettre aux élèves, le 13 mai, de faire un spectacle au théâtre du Palais municipal. Comme Alexandre, qui était au spectacle l'année dernière. C'était épique, sérieux. J'étais dans le beat, tout le monde était dans le beat, tout le monde était dedans, puis c'était vraiment bien. Bien, en journaliste, on va souvent faire des vidéos, on va interviewer du monde, on va faire des journaux. On va beaucoup travailler en équipe avec nos amis. On va se promener beaucoup dans les ateliers pour en savoir plus sur les autres ateliers. Et la directrice, Sandra Bouillane, elle est très fière du chemin parcouru depuis l'année dernière. Vraiment donner une opportunité aux élèves, encore une fois, de développer des belles compétences. Et à partir de la 3e année jusqu'à la 6e année, c'est vraiment la même offre d'atelier, danse, théâtre, école vraiment du rock au niveau journaliste, publicité. Alors, on va chercher les intérêts des élèves puis on les respecte. Mais de se déployer 2 heures ou se libérer 2 heures par semaine, là, ça a un effet, vraiment un effet certain là, sur la disponibilité des jeunes et le plaisir de venir à l'école. Parce que ce que j'ai appris en 27 ans de carrière, pour avoir accès à l'intelligence, il faut passer par le cœur des élèves. Les élèves de l'École du Roseau pourront faire un spectacle le 13 mai prochain au Théâtre du Palais municipal à la baie. Les billets sont en vente dès maintenant sur diffusionsaguenay.ca. Félix Bouffard, ATM Nouvelles, Saguenay. L'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean invite les gens d'affaires à participer à une activité de réseautage qui se tiendra le 18 février à 16h30. Le chef d'orchestre Jean-Michel Malouf présentera pour l'occasion un concert intitulé « Fascinant Beethoven » au Théâtre Banque nationale de Chicoutimi. Charlotte Côté-Hamel s'est entretenue avec la directrice générale de l'orchestre, Christine Boily. Bonjour, Mme Boily. Bonjour. L'orchestre fête sa 41e année d'activité. Comment vous voyez dans l'organisation, en tant qu'organisation, dans le paysage d'affaires de Saguenay en ce moment? Bien, en fait, moi, je pense que toutes les organisations sont très importantes pour les gens d'affaires, les entreprises et vice-versa. Dans une situation de pénurie de main-d'œuvre comme on vit actuellement, alors quand on veut recruter des gens, attirer du personnel qualifié en région, bien, il faut avoir une bonne université, il faut avoir des bons soins de santé, puis il faut avoir une belle vie culturelle aussi et sportive. Alors, chacun a sa place et chacun s'apporte tous les deux des bienfaits. J'imagine que vous avez une vision en tant qu'organisme. Est-ce que vous êtes à la place où vous voudriez être dans la communauté? Bien, on essaie toujours d'être le plus utile possible à la communauté de plusieurs façons, que ce soit en enseignement, aller dans les écoles, avec la population en général. On essaie de rejoindre le plus de personnes possible, mais c'est toujours des efforts au jour le jour parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de milieux différents. Mais c'est toujours une priorité à l'orchestre, effectivement, d'aller rejoindre différentes personnes. Puis pour vous, comment ça se fait que c'est important aussi de resserrer les liens avec les personnes, les gens d'affaires? Bien, comme on disait tantôt, les organismes aussi ont besoin des gens d'affaires, on a besoin de commanditaires, on a besoin de gens qui vont acheter nos billets pour des activités bénéfices, etc. Il y a des gens impliqués sur nos conseils d'administration, nos comités divers. Alors, on veut toujours garder des bons liens. Je pense que c'est simple pour tous les organismes. Et puis là, ce qui se passe avec les gens d'affaires, c'est qu'ils sont très, très occupés en général. Oui, hein? Ils supportent l'orchestre, ils aiment l'orchestre, mais ils n'ont pas souvent la chance d'écouter l'orchestre. Puis justement, comme vous dites, vous avez fait justement une programmation qui est vraiment adaptée pour eux. Donc, c'est 75 minutes, pas d'entraque. C'est une première cette année à l'orchestre. Hein? Les concerts d'orchestre symphonique, on s'en va vers ça de plus en plus, mais c'est la première fois qu'on fait un concert d'orchestre sans pause. Alors, beaucoup plus restreint dans le temps, beaucoup plus accessible et après le travail. En fait, le concert est à 5h30 le 18 février. Évidemment, plus accessible. Les gens sortent du bureau, viennent nous trouver un petit peu de réseautage, le concert, puis là, ils vont découvrir l'ensemble de nos activités. Parfait. Puis à quel point est-ce que c'est important, justement, ces investisseurs-là, les gens d'affaires, dans votre financement en tant qu'organisme? Bien, le financement privé de l'orchestre devrait se mesurer à peu près à 30 du financement annuel. Fait qu'il y a 30 qui est subvention gouvernementale à plusieurs niveaux, puis 30 qui devrait être financement privé de plusieurs sources et 30 de billetterie. Alors, si on veut y arriver, c'est les ratios qu'on cherche. Puis, vous avez le président d'honneur Normand Gagné depuis plusieurs années. Pourquoi l'avoir choisi, lui, en particulier? Là, M. Gagné, c'est la première fois qu'on va le recevoir. En fait, c'est le titre de commandant de la base de Bagotville qui est vice-président d'honneur depuis des années à notre activité et bénéfices parce qu'il nous reçoit à la base de Bagotville. Alors, nous notre concept, c'est un vice-président qui nous reçoit et un vice-président qui nous aide à vendre des billets. Fait qu'on a toujours deux présidents d'honneur à nos activités, puis c'est la formule gagnante. Alors, on l'apprécie beaucoup. Parfait. Puis avec cette saison dernière, vous aviez eu un déficit, donc on dirait de 50 000 $. Comment vous gérez ça pour le financement puis
rembourser en fait la dette? Oui, bien, déficit d'orchestre, c'est assez régulier aussi. Là, on trouve ça toujours trop, effectivement. Mais c'était pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés de rayonner plus, de faire des activités à plus grand déploiement, etc. pour le 40e l'année dernière. Alors, on aurait espéré qu'il y ait plus de monde en salle pour limiter un petit peu ce déficit-là. Mais nous, pour l'instant, on veut complètement, effacer ce déficit-là d'ici 2022. Fait que c'est ça les plans. Si ça va mieux, ben on va être bien content, mais sinon, on n'est pas encore inquiet d'ici là. C'est bon. Puis la dernière fois que vous êtes venu à la Pige ATM, on vous avait posé la question de la pénurie de main-d'œuvre au sein de l'orchestre. Est-ce que depuis, est-ce que ça a changé la situation? En fait, la situation pour nous n'a pas changé, puis on ne voit pas que ça va changer. Nous, on n'a pas de problème de recrutement, c'est juste que les musiciens ne sont plus dans la région. Mais c'est le même problème que tous les autres orchestres au Québec. On va chercher les meilleurs musiciens au Québec, puis ils viennent jouer avec nous quand on en a besoin. Merci beaucoup, Mme Boali. Bonjour. Je m'entretenais avec la directrice générale de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous rappelle que les gens d'affaires sont invités à participer à une activité de réseautage le 18 février. Le patineur de vitesse originaire d'Allemand, Justin Bergeron, s'est illustré en remportant une médaille de bronze et une d'argent à la 3e compétition élite qui s'est tenue à Chicoutimi la fin de semaine dernière. Une centaine de jeunes du Québec ont pris part à la compétition dans différentes catégories. Un reportage de Claudia Fortin. Ce sont les épreuves du 500 mètres et du 1000 mètres qui ont permis à Justin Bergeron de se tailler 2 places sur le podium. Il a remporté la 2e et la 3e place respectivement. Il termine au 2e rang du classement général de la compétition, talonnant le Québécois Antoine Gagnon-Lamarche. Pour Justin Bergeron, originaire d'Alma, mais qui s'entraîne maintenant à Montréal, la compétition lui permettait de pratiquer ses techniques. Je pense vraiment que c'était plus de peaufiner mes tactiques de course pour, comme je disais tantôt, éventuellement... j'allais répéter aux grosses compétitions. C'est tout le temps en forme, c'est tout le temps une fierté de représenter le Saguenay, parce que c'est comme un gros berceau de patineurs. Puis je suis fier vraiment de ma région. Pour le futur, le Janois espère se qualifier pour un événement de niveau national. Plusieurs autres athlètes de la région prenaient part à la compétition aussi en fin de semaine dernière. Ces derniers venaient davantage pour acquérir de l'expérience. Tout le monde donne un peu leur 100%, mais vu qu'on est comme des patineurs qui ne sont pas voués vers la victoire, mais plus qui sont à prendre de l'expérience, bien, c'est un autre type de compétition pour eux autres. Fait que c'est plus prendre chaque course puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres patineurs, connaître les autres, apprendre un peu à connaître le système de compétition. L'entraîneur David Simard avait 6 athlètes sous son aile durant la compétition. Il essaye de les former davantage sur le déroulement d'un événement de ce niveau. En fait, on les amène de façon plus zen. On essaie d'y amener plus vers le processus pour arriver vers une victoire, bien vers un objectif. La prochaine compétition des athlètes de niveau élite sera le 22 et 23 février prochain à Saint-Étienne, tandis que la prochaine compétition ici à Chicoutimi sera le 29 février de niveau provincial. C'était Claudia Fortin pour ATM Nouvelles, Saguenay. Du 19 au 21 février 2021 aura lieu la toute première édition du championnat de l'Est du Canada en sport attraction canin sur les pistes de calibre professionnel d'Alma et de la Marche. Des athlètes d'expérience et leurs chiens en provenance de l'Est du Canada seront attendus pour des épreuves de longue et de courte distance dans plusieurs disciplines. Charlotte Côté, tout d'abord, qu'est-ce que le sport attraction canin? Eh bien, tout d'abord, Jade, on appelle ça les sports attelés canins parce que les chiens sont rattachés à l'humain d'une quelconque façon. C'est un sport qui permet aux chiens et à l'humain de dépenser l'énergie et de faire du sport en même temps. Il y a plusieurs sortes de sports. Par exemple, le ski joring qui rallie les skis aux chiens, la trottinette des neiges, le traîneau à chiens. Il y a également ceux qui sont à vélo avec un fat bike pour l'hiver et même le canicross, le cross-country avec un chien rattaché à soi. Et comment va se dérouler le championnat? Eh bien, il y a 200 personnes qui sont attendues et les épreuves vont être divisées sur les 2 sites, dont celui de la Marche et celui du Centre Dorval. Le Centre Dorval va accueillir les épreuves de courte distance allant jusqu'à des pistes de 27 km, tandis que les épreuves de longue distance qui auront lieu à la Marche vont aller jusqu'à 160 km. En attendant, les équipes sont invitées à venir essayer et apprivoiser les pistes du championnat. Et Charlotte, de quelle façon les qualifications auront-elles lieu? Eh bien, la présidente du club Sport Attraction Canin, Annie-Pierre Bouchard, expliquait que les qualifications sont réservées aux professionnels. On l'écoute à l'instant. Qualification, ça se passe avec les fédérations québécoises de chaque province. Donc, les athlètes vont devoir poser leur candidature à leur fédération. Et puis, c'est eux qui vont faire la sélection des athlètes. Là, habituellement, c'est trois représentants par province, par discipline. Et comment l'entraînement avec les chiens fonctionne-t-il?
Eh bien, Madame Bouchard, qui fait du ski juring avec son chien, expliquait que l'entraînement des humains et celle des chiens, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parfait, merci Charlotte. Et à la météo, il fait froid, mais le soleil est de la partie. Quand je vais entraîner mon chien, on va pas faire de la vitesse, on va essayer de faire plus de la puissance, des choses différentes. En effet, Jade, il fait pas très chaud, mais heureusement, on a un beau soleil pour venir compenser la température. Donc, en ce moment, au Saguenay, il fait moins 9 degrés, ressenti moins 14. Et pour le lac Saint-Jean, nous sommes dans les alentours de moins 12 degrés, ressenti moins 20. Donc, il y a une certaine différence des températures, mais ça va s'uniformiser au courant des prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, au Saguenay, nous avons moins 16 degrés qui sont prévus. Et pour le lac Saint-Jean, nous sommes à moins 17 degrés. Donc déjà, les températures deviennent un petit peu plus égales. Et pour les prochains jours, moins 12 degrés qui sont prévus demain au Saguenay et moins 13 degrés qui sont prévus pour jeudi et vendredi. Donc ça va être parfait pour les festivités de Saguenay en neige. Et pour le lac Saint-Jean, nous allons être entre moins 13 et moins 15 degrés. Donc ça va être une très belle température, très ensoleillée pour les prochains jours. Merci Samuel. Et à vous à la maison, merci d'avoir été là. Au revoir.